Mavi avait pris le train depuis Paris ce matin-là, 1h15 à regarder défiler la campagne normande en serrant contre elle le bouquet de roses blanches et la boîte de chocolat belge qu'elle avait mis 3 semaines à économiser. Chaque fois que le train s'arrêtait dans une petite gare, elle avait senti son estomac se nouer un peu plus. Rouen se rapprochait, et avec lui tout ce qu'elle avait fui il y a des années. Cela faisait 3 ans qu'elle n'avait pas remis les pieds ici. 3 ans de silence radio, de numéros bloqués, de messages non lus qui s'accumulaient dans une boîte mail qu'elle ne consultait qu'une fois par an, par pure obligation morale. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de sa mère. Elle était venue parce qu'il le fallait, pas parce qu'elle en avait envie. Elle poussa la porte de l'appartement de Montreuil et fut accueillie par une odeur de café refroidi et de parfums bon marché qui flottaient dans l'air. L'appartement était bondé de voisins et de connaissances qu'elle ne reconnaissait même plus. Des rires étouffés venaient du salon, des conversations qui s'interrompaient à son passage, comme si elle était un fantôme surgissant du passé. Delphine apparut dans l'encadrement de la porte, maquillée de façon impeccable comme toujours, ce sourire froid que Mavi connaissait trop bien aux lèvres. Sa sœur cadette la détailla de haut en bas sans dire un mot, puis retourna dans le salon en lançant par-dessus son épaule, assez fort pour être entendue de tous. Tiens, elle a quand même osé venir. Mavi inspira lentement, sentit son cœur battre plus vite dans sa poitrine, et avança vers le salon où sa mère trônait au centre d'un groupe d'invités. Monique portait une robe qu'elle devait trouver élégante, mais qui semblait trop serrée, trop jeune pour elle. Son visage s'illumina en voyant les cadeaux que portait Mavi, mais pas en voyant Mavi elle-même. C'était toujours comme ça, depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne. « Ah, enfin !» dit Monique en tendant les mains vers le bouquet et la boîte, ses doigts impatients déjà en mouvement. « Tout le monde, regardez ce que ma fille m'a apporté !» Mavi sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu après 3 ans sans nouvelles. Juste cette avidité familière dans le regard de sa mère. Cette façon qu'elle avait toujours eue de voir les choses avant les personnes. Monique ouvrit le cadeau devant tout le monde, arracha presque le papier avec une impatience d'enfant gâté. Quand elle découvrit les chocolats et les roses, son visage changea. Le sourire disparut, remplacé par une moue de déception qui ne cherchait même pas à se cacher. « C'est un cadeau minable !» lâcha Monique d'une voix forte qui résonna dans le silence soudain. « Je mérite beaucoup mieux que ça. » La gifle partit, avant que Mavi ait pu comprendre ce qui se passait. Le bruit résonna dans l'appartement comme un coup de feu. Sa joue brûla instantanément. Une chaleur humiliante qui monta jusqu'à ses tempes, jusqu'à la racine de ses cheveux. Personne ne bougeait. Les invités détournèrent le regard, gênés mais complices par leur silence, comme s'ils assistaient à une scène normale, acceptable, une simple correction maternelle qui ne les concernait pas. Delphine ricana depuis le canapé où elle était assise, les jambes croisées, un verre de champagne à la main qu'elle fit tourner paresseusement. « Elle est pauvre et ratée, maman. Qu'est-ce que tu attendais ?» Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits sans fond. Mavi resta figée, ses doigts crispés sur le cellophane du bouquet maintenant froissé, déchiré par endroits. Elle sentit ses jambes trembler légèrement, cette envie de pleurer qu'elle connaissait si bien remonter dans sa gorge comme une nausée, qu'elle avait appris à ravaler depuis l'enfance. Pas ici, pas devant eux, jamais devant eux. Dans un coin du salon, Madame Bertrand, la voisine du 3e qui l'avait toujours regardée de haut, celle qui lui avait prédit qu'elle finirait à la rue quand elle était partie à 18 ans avec juste un sac à dos et 200 € en poche, souriait derrière sa tasse de café. Ce petit sourire satisfait de ceux qui aiment voir les autres humiliés, qui se nourrissent du malheur d'autrui comme d'un spectacle gratuit. Mavi ramassa son sac d'une main qui tremblait encore. Elle ne dirait rien, ne leur donnerait pas cette satisfaction. Elle était venue par devoir. Elle avait fait ce qu'il fallait faire, accompli cette obligation morale qui la rongeait depuis des semaines. Maintenant, elle allait partir dignement, la tête haute malgré la gifle qui brûlait encore sur sa peau, malgré les rires étouffés, malgré cette douleur ancienne qui pulsait dans sa poitrine comme une blessure qui ne guérissait jamais vraiment. Elle se dirigea vers la porte d'entrée, passa devant les invités silencieux qui faisaient semblant de ne rien avoir vu, qui regardèrent leurs verres ou leurs assiettes, avec une attention soudaine et feinte. Derrière elle, elle entendit sa mère reprendre la conversation comme si de rien n'était,
ce ton léger et faux qu'elle utilisait toujours en société pour masquer la toxicité qui coulait dans ses veines. Mavi avait presque atteint la porte. Sa main touchait déjà la poignée froide quand la sonnette retentit. Delphine bondit du canapé avec un cri de joie qui contrastait violemment avec l'atmosphère lourde et étouffante qui régnait encore. « Ah, c'est Maxime !» Elle se précipita vers la porte, ses talons claquant sur le parquet comme des coups de marteau, et ouvrit en grand avec un sourire éclatant qui transformait complètement son visage. Un homme entra, la trentaine, élégant dans son costume sobre de couleur grise, portant un bouquet immense de lys blanc et une bouteille de champagne millésimée qui devait coûter plus cher que tout ce que Mavi gagnait en une semaine de travail acharné. Il embrassa Delphine distraitement sur la joue, salua Monique d'un signe de tête poli et distant. Puis son regard tomba sur Mavi, figée près de la porte comme une statue de sel, la joue encore rouge et marquée, les yeux brillants de larmes retenues qui menaçaient de déborder à chaque battement de cils. Il fronça les sourcils, la dévisagea pendant quelques secondes, qui semblèrent durer une éternité. « Pardon, » dit-il lentement, d'une voix grave et posée qui portait dans le silence soudain. « On s'est déjà rencontrés ?» Le silence dans l'appartement devint presque palpable. Maxime restait immobile près de l'entrée, son regard passant de Mavi à Delphine, puis de nouveau à Mavi, comme s'il essayait de résoudre une équation complexe dont les éléments ne correspondaient pas. Delphine s'accrocha à son bras avec une possessivité nerveuse, son sourire éclatant vacillant légèrement aux commissures. « C'est ma sœur, » dit-elle rapidement, trop rapidement, d'une voix qui montait dans les aigus. Elle fait des petits boulots de déco par-ci par-là, rien de très intéressant. Tu sais comment c'est, la famille. Mais Maxime ne l'écoutait plus vraiment. Il continuait de fixer Mavi avec cette expression de concentration intense, ses yeux plissés comme s'il regardait à contre-jour. Mavi voulait partir, disparaître, s'effacer de cette scène humiliante, mais quelque chose dans son regard la clouait sur place. Ce n'était pas de la pitié qu'elle y voyait, ni du mépris. C'était de la reconnaissance. « Attendez », dit-il en se dégageant doucement de l'étreinte de Delphine. Il fit 2 pas vers Mavi, la tête légèrement penchée sur le côté. « Je vous connais. J'en suis certain maintenant. » Monique se leva de son fauteuil, visiblement agacée que l'attention ne soit plus centrée sur elle et ses cadeaux. « Maxime, chérie, viens donc t'asseoir. Delphine nous a tellement parlé de toi. Nous sommes ravis de... » « Monsieur Laurier, » coupa Maxime, et sa voix résonna dans le salon comme une cloche. « C'est vous, n'est-ce pas, Mavi Laurier ?» Le nom tomba dans le silence, comme une pierre dans un lac. Mavi sentit tous les regards se tourner vers elle, vit le visage de Delphine blanchir progressivement, celui de Monique se figer dans une expression de confusion totale. Elle hocha imperceptiblement la tête, incapable de prononcer un mot, sa gorge serrée comme dans un étau. « Mon Dieu !» continua Maxime en secouant la tête avec un mélange d'incrédulité et de quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Delphine, tu ne m'avais jamais dit que ta sœur était architecte d'intérieur. On s'est rencontrés il y a 8 mois pour le projet de la villa à Lyon. Nous avons eu 3 réunions ensemble. Je me souviens parfaitement de vous maintenant. » Il se tourna vers l'assemblée médusée, son ton devenant presque professoral. « Madame Laurier utilise ses initiales professionnellement, Monsieur Laurier. Je n'avais jamais fait le lien avec votre nom de famille, Delphine. Vous m'aviez dit que votre sœur... » Il hésita, cherchant visiblement ses mots avec délicatesse. « Vous m'aviez donné une impression très différente de sa situation. » Delphine ouvrit la bouche, la referma, ressemblant soudain à un poisson hors de l'eau. « Je ne savais pas que... Mavi n'a jamais dit qu'elle... » « Parce que vous ne m'avez jamais demandé. » dit enfin Mavi d'une voix basse mais claire qui porta dans toute la pièce. C'était la première fois qu'elle parlait depuis son arrivée, si on excluait les salutations minimales. « Cela fait 3 ans que nous ne nous parlons pas vraiment. Comment auriez-vous su quoi que ce soit sur ma vie ?» Monique se rassit lourdement, son visage passant par une succession d'expressions contradictoires. « Tu travailles vraiment avec Maxime ? Dans l'architecture ?» Maxime sortit son téléphone de sa poche avec un geste fluide. « Pas seulement avec moi. Monsieur Laurier a une excellente réputation dans le milieu. Si vous permettez... » Il commença à faire défiler des photos sur son écran, puis le tendit vers Monique et les invités les plus proches qui se rapprochèrent instinctivement. Mavi reconnut les images,
Ces projets sur lesquels elle avait passé des centaines d'heures, versé tellement de sueur et parfois de larmes silencieuses dans la solitude de ces nuits blanches. Le loft industriel du 3e arrondissement, avec ses verrières restaurées et sa mezzanine suspendue comme un nuage. La villa lyonnaise, où elle avait créé ce dialogue subtil entre les poutres anciennes et les insertions contemporaines de verre et d'acier. L'appartement haussmannien dont elle avait préservé chaque moulure, chaque parquet d'origine, tout en le rendant fonctionnel pour une famille moderne. Tout cela, c'est votre fille, dit simplement Maxime. Les invités se penchèrent, murmurèrent entre eux. Madame Bertrand manqua lâcher sa tasse de café. Delphine restait pétrifiée, ses mains agrippées au dossier du canapé comme si elle risquait de s'effondrer. Mavi les regarda tous. Ces visages qu'il avait méprisés, ignorés, humiliés pendant tant d'années. Elle sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Pas de la joie exactement, plutôt une forme de libération amère et froide. « Je dois y aller », dit-elle en tournant la poignée de la porte. Et elle sortit dans la lumière grise de Rouen, laissant derrière elle un silence plus lourd que tous les mots du monde. Mavi n'avait pas fait 3 pas dans la rue que la porte de l'immeuble s'ouvrit de nouveau derrière elle. Elle entendit des pas rapides sur le trottoir, puis la voix de Maxime qui l'appelait doucement. « Madame Laurier, attendez, s'il vous plaît. » Elle s'arrêta sans se retourner immédiatement, ses doigts serrés sur la bandoulière de son sac. Une partie d'elle voulait continuer à marcher, rejoindre la gare, prendre le premier train pour Paris et oublier que cette matinée avait jamais existé. Mais quelque chose dans le ton de sa voix, une sincérité qui contrastait violemment avec tout ce qu'elle venait de vivre, la fit hésiter. Elle se retourna lentement. Maxime se tenait à quelques mètres, les mains dans les poches de son costume, l'air presque embarrassé. Derrière lui, à travers la fenêtre du rez-de-chaussée, elle pouvait voir les silhouettes des invités agglutinés, observant la scène comme on regarde un film dont on a raté le début. « Je suis désolé », dit-il en s'approchant prudemment, comme si elle était un animal blessé risquant de s'enfuir. « Je ne savais rien de tout cela. Delphine ne m'avait jamais parlé de vous, enfin, pas de cette façon. Elle m'avait dit que vous aviez coupé les ponts il y a des années, que vous étiez instable. » Mavi laissa échapper un rire bref et sans joie. « Instable, bien sûr. C'est plus simple que d'admettre qu'elle ne supportait pas que je refuse de continuer à jouer mon rôle de faire-valoir. » Maxime hocha lentement la tête, son regard glissant vers la fenêtre puis revenant vers elle. « Je vais rentrer lui dire que c'est terminé entre nous. Pas à cause de vous, » ajouta-t-il rapidement, en voyant l'expression de Mavi se durcir. « Mais parce que je viens de comprendre qui elle est vraiment. Ce que j'ai vu là-dedans, cette cruauté gratuite, cette façon que votre mère avait de... » Il s'interrompit, secoua la tête. « Je ne peux pas être avec quelqu'un qui trouve ça normal. »« Faites ce que vous voulez, » dit Mavi d'une voix plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. « Mais ne m'utilisez pas comme excuse, et surtout ne me mêlez pas à vos histoires de couple. Je ne suis pas une arme dans vos conflits. » Elle tourna les talons et se dirigea vers la rue principale, vers la gare qui était sa seule pensée claire dans le brouillard de colère et d'épuisement qui l'envahissait. Cette fois, il ne la suivit pas. Elle marcha vite, presque sans voir les rues familières de Rouen qu'elle avait tant détestées pendant son adolescence, ces pavés qu'elle avait juré de ne jamais refouler. Dans le train qui la ramenait vers Paris, Mavi s'assit près de la fenêtre et regarda défiler la campagne normande dans l'autre sens. Ses mains tremblaient encore légèrement. Elle sortit son téléphone de son sac, le regarda s'allumer et découvrit une avalanche de notifications. 47 appels manqués, 23 messages vocaux, des dizaines de SMS de Delphine et de Monique. Elle les effleura du doigt sans les ouvrir, sentant monter en elle une vague de dégoût mêlée de quelque chose qu'elle mit du temps à identifier, de la culpabilité. Cette vieille culpabilité programmée depuis l'enfance, celle qui lui soufflait qu'elle était responsable de la colère de sa mère, des larmes de sa sœur, de tout ce qui n'allait pas dans cette famille dysfonctionnelle. Le paysage défilait derrière la vitre. Elle pensa à son appartement du 11e arrondissement qui l'attendait, à ses planches de tendance accrochées au mur, à ses carnets de croquis empilés sur son bureau, à la vie qu'elle s'était construite loin de tout cela, pierre par pierre, projet par projet, nuit blanche après nuit blanche. Elle éteignit son téléphone d'un geste sec et le rangea dans son sac. Puis, elle ferma les yeux,
appuya sa tête contre la vitre froide, et pour la première fois depuis qu'elle était montée dans le train ce matin, elle se permit de pleurer. Pas des larmes de joie ou de triomphe, juste de l'épuisement pur, simple, absolu. Elle avait fait ce qu'il fallait faire. Elle était venue, elle avait tendu la main une dernière fois, et maintenant, elle pouvait partir pour de bon. Cette pensée, aussi douloureuse soit-elle, portait en elle une forme de soulagement qui ressemblait presque à de la paix. Le train filait vers Paris, vers sa vraie vie, loin de Rouen et de tout ce qui l'étouffait depuis toujours. Mavi arriva chez elle en fin d'après-midi, épuisée comme si elle avait couru un marathon. Son appartement du 11e arrondissement l'accueillit dans sa lumière douce et familière. Ce petit 60 mètres carrés qu'elle avait aménagé avec soin. Chaque objet choisi, chaque couleur pensée. C'était son refuge, son sanctuaire, le seul endroit au monde où elle se sentait vraiment chez elle. Elle posa son sac, enleva ses chaussures et s'effondra sur le canapé sans même allumer les lumières. Le silence de l'appartement l'enveloppa comme une couverture. Dehors, Paris vivait sa vie de samedi après-midi, mais ici, dans ces 4 murs qui portèrent la trace de son travail et de ses rêves, elle pouvait enfin respirer. Son téléphone vibra dans son sac. Encore et encore. Elle l'ignora, ferma les yeux, et laissa les souvenirs remonter malgré elle. Après le divorce, quand Mavi avait 12 ans, Monique avait déménagé de la région parisienne à Rouen, en prétextant un nouveau départ, un coût de la vie plus abordable. En réalité, elle fuyait l'échec de son mariage, les regards des voisins, tout ce qui lui rappelait qu'elle n'avait pas réussi sa vie comme elle l'avait rêvé. Et cette amertume, cette rage contre le destin qui l'avait trahie, elle l'avait déversée sur Mavi pendant des années. Rouen était devenue une prison, une ville moyenne, où tout le monde se connaissait, où les rêves semblaient en rétrécir au fil du temps, comme des vêtements qu'on lave trop souvent. Mavi passait ses journées à dessiner des maisons imaginaires, des espaces de lumière et de liberté, pendant que sa mère lui répétait qu'elle se prenait pour quelqu'un qu'elle n'était pas, que les filles de divorcés ne construisèrent pas des châteaux. Elle survivait. Delphine, elle, était la préférée. La petite dernière, celle qui ne posait pas de questions embarrassantes, qui souriait gentiment et qui ne demandait rien d'autre que d'être aimée. Mavi avait appris très tôt que l'amour de sa mère était conditionnel, qu'il fallait le mériter en étant exactement ce qu'elle voulait qu'on soit. Et comme elle n'y arrivait jamais, elle avait arrêté d'essayer. À 17 ans, elle avait gagné un concours d'architecture organisé par son lycée. Un projet de reconversion d'une ancienne usine en centre culturel, des heures de travail, de croquis, de maquettes faites à la main. Le jour de la remise de prix, elle avait attendu que sa mère vienne. Elle avait gardé une chaise vide à côté d'elle pendant toute la cérémonie. Monique n'était jamais venue. Elle avait préféré accompagner Delphine à un anniversaire chez une copine. Le lendemain de ses 18 ans, Mavi avait pris le premier train pour Paris avec un sac à dos, 200 € économisés en faisant du babysitting et une détermination qui ressemblait à du désespoir. Elle avait dormi sur le canapé de son amie Inès pendant 2 ans. Cette fille rencontrée dans un café où elle avait trouvé un poste de serveuse pour payer ses études du soir. Les premières années avaient été difficiles. Elle enchaînait les petits projets mal payés, les clients qui refusaient de la prendre au sérieux parce qu'elle était jeune et femme. Le syndrome de l'imposteur qui la réveillait la nuit en lui murmurant qu'elle n'était pas assez bonne, qu'elle ne serait jamais assez bonne. Mais elle avait tenu. Elle s'était accrochée à ses rêves comme à une bouée de sauvetage. À 25 ans, la galeriste Madame Chen lui avait donné sa chance. Un appartement à refaire dans le Marais. Mavi y avait mis toute son âme, toute sa créativité contenue. Le résultat avait été si beau que Madame Chen l'avait recommandé à 3 de ses amis. Et c'est comme ça que tout avait commencé. Doucement, projet après projet, recommandation après recommandation. À 28 ans, elle avait adopté le pseudonyme Monsieur Laurier. Les clients fortunés préféraient croire qu'il travaillait avec un homme. Elle avait détesté cette nécessité, mais elle avait fait ce qu'il fallait pour survivre dans un milieu qui ne lui faisait pas de cadeaux. Maintenant, à 31 ans, elle gagnait entre 90 et 110 000 € par an. Elle n'était pas riche, pas de la manière dont Delphine et sa mère devaient l'imaginer maintenant, mais elle vivait confortablement de son art. Et surtout, elle était libre. Mavi ouvrit les yeux dans la pénombre de son salon.
Elle se leva, alla chercher dans sa bibliothèque un vieux carnet qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années, celui qu'elle remplissait à 15 ans, avec ses dessins maladroits de la maison de ses rêves, pleine de lumière et de grandes fenêtres ouvertes sur le ciel. Elle le feuilleta lentement, touchant du doigt ces pages jaunies qui sentaient encore l'encre et l'espoir. Sur la dernière page, elle avait écrit une phrase qu'elle avait oubliée. « Un jour, je construirai des maisons pour les gens qui rêvent. » Son téléphone vibra encore. Cette fois, elle le sortit de son sac et regarda l'écran. 47 appels manqués. Elle éteignit l'appareil complètement. Demain, elle déciderait quoi faire. Ce soir, elle avait juste besoin de silence. Pendant 3 jours, Mavi laissa son téléphone éteint. Elle se réfugia dans le travail, comme elle l'avait toujours fait quand le monde extérieur devenait trop lourd à porter. Elle avait un projet en cours pour un couple de médecins à Bordeaux, une maison de ville à transformer en cabinet médical, tout en préservant l'intimité de leurs espaces de vie à l'étage. Elle passa ses journées à dessiner, à ajuster ses plans, à chercher le mobilier parfait, se perdant dans ces détails qui la maintenaient à flot. Le mercredi soir, elle ralluma finalement son téléphone. L'écran explosa littéralement de notifications. 63 appels manqués, 37 messages vocaux, des dizaines de SMS et d'emails. Elle commença à les parcourir, et l'évolution du ton la frappa comme une gifle supplémentaire. Les premiers messages de Delphine étaient de larmoyants, presque pathétiques. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu avais réussi ? On aurait pu être fiers de toi. Rappelle-moi, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. » Puis, il devenait accusateur. « Tu as tout manigancé avec Maxime, c'est ça ? Tu voulais me ridiculiser devant tout le monde ? Tu es vraiment une garce. » Et enfin, menaçant. « Maman fait de l'hypertension à cause de toi. Si elle tombe malade, ce sera ta faute. » Mavi sentit la culpabilité familière remonter dans sa gorge comme de la bile. Cette vieille programmation qui lui murmurait qu'elle était responsable, qu'elle aurait dû faire autrement, qu'elle blessait les gens par son simple refus de se plier à leurs attentes. Elle appela Inès. Elles se retrouvèrent 1 heure plus tard dans un café près du canal Saint-Martin. Inès l'écouta raconter toute l'histoire sans l'interrompre, ses yeux de psychologue attentifs et calmes derrière ses lunettes rondes. Quand Mavi eut terminé, Inès posa sa tasse de thé et la regarda droit dans les yeux. « Elle ne s'excuse pas de t'avoir humiliée, » dit-elle doucement mais fermement. Elle panique parce qu'elles viennent de perdre le contrôle du récit. Pendant des années, tu étais la ratée, celle qui avait échoué, et elle pouvait se sentir supérieure. Maintenant qu'elles savent que tu as réussi sans elle, elles ne supportent pas. « Et si maman est vraiment malade ?» demanda Mavi, détestant d'entendre cette petite voix inquiète dans sa gorge. « Ce n'est pas ta responsabilité, » répondit Inès. « Tu n'es pas celle qui l'a giflée devant 20 personnes. Arrête de porter leur poids. » En rentrant chez elle ce soir-là, Mavi trouva un email dans sa boîte professionnelle. L'expéditeur était Maxime. Le message était court, sobre, purement professionnel. Il avait un nouveau projet. La transformation d'une ancienne imprimerie de 800 mètres carrés à Montreuil en espace culturel hybride. Un lieu qui mêlerait café-librairie, galerie d'art et espace de coworking. Il cherchait un architecte d'intérieur capable de respecter le patrimoine industriel tout en créant de la chaleur humaine. Il pensait à elle. Budget 180 000 €. Aucune référence à Delphine. Aucune mention de ce qui s'était passé à Rouen. Juste une proposition professionnelle nette et directe, avec un cahier des charges en pièces jointes. Mavi relut l'email 3 fois. Une part d'elle voulait refuser, ne pas se mêler à tout ce chaos familial. Mais une autre part, celle qui ne pouvait pas résister à un beau projet, à un défi créatif qui la faisait vibrer, hésitait déjà. Elle regarda l'heure. 23 heures passées. Elle ouvrit une nouvelle fenêtre de réponse, tapa quelques mots, les effaça, recommença. Finalement, elle écrivit simplement « Envoyez-moi le cahier des charges complet. Je vous dirai si le projet m'intéresse. » Elle appuya sur envoi avant de pouvoir changer d'avis. Puis, elle éteignit son ordinateur, ignora les nouveaux messages de Delphine qui continuaient d'arriver et alla se coucher en sachant qu'elle ne dormirait probablement pas cette nuit non plus. 2 jours plus tard, Mavi se tenait devant l'ancienne imprimerie de Montreuil, le cahier des charges de Maxime sous le bras. Le bâtiment était imposant, presque intimidant dans sa décrépitude majestueuse.
Les hauts plafonds devaient atteindre 6 mètres par endroits. Les verrières cassées laissaient filtrer une lumière poussiéreuse qui dessinait des raies dorées dans l'air immobile. Les vieilles machines d'imprimerie étaient encore là, rouillées, figées comme des sculptures industrielles témoignant d'un temps révolu. Maxime la rejoignit à l'entrée, vêtue simplement d'un jean et d'un pull, très différent de l'homme en costume qu'elle avait vu à Rouen. Il la salua d'un hochement de tête sobre, sans effusion. « Merci d'être venu, » dit-il. « Je sais que les circonstances sont particulières. »« Restons professionnels, » répondit Mavi d'un ton ferme, mais pas hostile. « C'est le projet qui m'intéresse, rien d'autre. » Il acquiesça et ils commencèrent la visite. Pendant 2 heures, ils parlèrent exclusivement technique, fonctionnelle, spatiale. Mavi prenait des mesures, dessinait des croquis rapides dans son carnet, posait des questions sur le budget, les délais, les contraintes réglementaires. L'odeur de poussière et de métal froid emplissait l'espace, mais elle voyait déjà au-delà. Elle imaginait la lumière nettoyée traversant les verrières restaurées, un café-librairie installé dans l'aile ouest où les anciennes presses pourraient devenir des éléments décoratifs, une galerie dans l'aile est avec ses murs de briques apparentes, un espace de coworking à l'étage avec vue sur les toits de Montreuil. « Vous voyez déjà quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda Maxime en la regardant dessiner. « Peut-être », répondit-elle sans lever les yeux de son carnet. Ils terminèrent par un café dans un troquet du coin, une petite brasserie où les ouvriers du quartier venaient déjeuner. Maxime commanda 2 expressos et resta silencieux quelques instants avant de parler. « Je voulais vous dire, » commença-t-il, en tournant sa cuillère dans sa tasse vide. « Ce qui s'est passé à Rouen, ce que j'ai vu, je suis désolée. Pas ma place d'en dire plus, mais je suis désolée. » Mavi apprécia qu'il n'en dise pas davantage, qu'il respecte cette frontière invisible entre le professionnel et le personnel. « Le projet m'intéresse, » dit-elle simplement. « J'accepte. » En rentrant chez elle ce soir-là, elle savait qu'elle ne pouvait plus repousser l'inévitable. Elle prit son téléphone et composa un SMS qu'elle envoya simultanément à Delphine et à sa mère. « Je ne veux plus de coups de fil. Si vous souhaitez me parler, envoyez un mail en exposant clairement ce que vous voulez. Je répondrai si je le juge nécessaire. Ne débarquez jamais chez moi sans invitation. Si vous violez ces limites, je change de numéro et d'adresse mail, et vous ne me retrouverez plus. J'ai un avocat prêt à envoyer une mise en demeure si nécessaire. Ces règles ne sont pas négociables. » La réponse de Delphine arriva en moins de 2 minutes. « Tu te prends pour qui ? On est ta famille. Tu ne peux pas nous traiter comme ça. » Mavi la lut, puis bloqua son numéro sans la moindre hésitation. Un email de Monique arriva 1 heure plus tard, plus calculé, plus larmoyant. « Ma chérie, je ne comprends pas pourquoi tu es si en colère. Nous voulons juste une chance de nous expliquer, de réparer ce qui peut l'être. Je suis ta mère. Tu ne peux pas me fermer la porte comme ça. » Mavi répondit brièvement. « J'accepte un déjeuner dans 3 mois, à Paris, en terrain neutre. D'ici là, silence total. Si vous me contactez ne serait-ce qu'une fois avant cette date, l'invitation est annulée définitivement. Votre choix. » Elle envoya le message et éteignit son téléphone. Puis, elle sortit ses carnets de croquis et commença à dessiner l'imprimerie de Montreuil, se perdant dans les lignes, les volumes, les possibilités infinies. Elle dessina jusqu'à 3 heures du matin, possédée par ce projet qui prenait forme sous ses doigts, sentant quelque chose se reconstruire en elle, pierre par pierre. Pour la première fois depuis des années, elle avait posé des limites claires, et cette sensation de contrôle retrouvée valait tous les silences du monde. 3 semaines s'étaient écoulées depuis leur première visite de l'imprimerie. 3 semaines pendant lesquelles Mavi avait plongé corps et âme dans le projet, passant ses journées à dessiner, à chercher des matériaux, à imaginer chaque détail de cet espace qui prenait vie dans son esprit. Monique et Delphine avaient respecté le silence imposé, ce qui en soi constituait une petite victoire qu'elles n'osaient pas encore célébrer. Ce soir-là, après une réunion de chantier productive, Maxime l'avait invitée à dîner dans un petit restaurant vietnamien du 13e arrondissement, un endroit modeste aux murs couverts de photos en noir et blanc et aux tables serrées les unes contre les autres. Rien de formel, rien qui ressemble à un rendez-vous galant, juste 2 personnes qui avaient travaillé ensemble toute la journée et qui avaient faim. Les premières minutes furent un peu maladroites, comme si le passage du cadre professionnel à quelque chose de plus personnel nécessitait un temps d'adaptation. Ils commandèrent,
parlèrent de la pluie et du beau temps, puis Maxime posa ses baguettes et la regarda droit dans les yeux. « Je ne sais pas trop comment aborder ça, donc je vais être direct, » dit-il. « Je ne vous ai pas invité par pitié, ni en réaction à Delphine, ni pour me donner bonne conscience. Je vous ai invité parce que vous êtes la première personne depuis très longtemps qui me parle comme à un humain, pas comme à un portefeuille sur pattes. » Ma vie fut surprise par cette franchise brutale. « Qu'est-ce qui vous fait croire que je ne vois pas juste vos euros, moi aussi ?» Il sourit légèrement. « Vous avez refusé mon acompte de 30 000 € il y a 8 mois pour le projet de Lyon. Vous vouliez d'abord prouver la qualité de votre travail avant d'accepter de l'argent. Personne ne fait ça dans ce milieu. Absolument personne. » Le silence s'installa entre eux, mais ce n'était pas un silence inconfortable. Leurs plats arrivèrent, et ils commencèrent à manger, tout en continuant à parler. Maxime lui raconta sa famille, cette bourgeoisie versaillaise froide et compassée, où l'argent remplaçait l'affection, où ses parents ne l'appelaient que pour savoir combien il gagnait cette année, où son frère aîné avocat et lui étaient en compétition toxique depuis l'enfance. Il avait gagné de l'argent en revendant une start-up de logistique, mais se sentait vide, cherchait du sens dans ses projets culturels qui ne rapportaient rien financièrement mais lui permettaient de dormir la nuit. « J'ai tendance à fuir l'intimité émotionnelle », avoua-t-il en jouant avec sa serviette. « 2 ex me l'ont reproché. Je suis attiré par vous, je ne vais pas mentir là-dessus. Mais je suis aussi terrifié parce que j'ai un schéma bien établi. Dès que ça devient réel, je sabote tout. » Ma vie apprécia cette honnêteté brutale qui faisait écho à ses propres peurs. « Je ne peux pas être une histoire de rebond, » dit-elle lentement. « Et j'ai besoin de terminer ce projet professionnellement d'abord. Je ne mélange jamais travail et personnel. C'est une règle que je ne transgresse pas. »« C'est juste, » répondit-il. « On finit le projet. Après on voit ?»« Après on voit, » acquiesça-t-elle. Puis ce fut à son tour de s'ouvrir. Elle lui parla de Rouen, de ses années à se sentir invisible dans sa propre famille, des nuits passées à servir des cocktails avant de rentrer dessiner jusqu'à l'aube. Du syndrome de l'imposteur qui la réveillait encore parfois à 3 heures du matin, en lui murmurant qu'elle n'était pas assez bonne, de cette peur sourde et constante de tout perdre et de devoir retourner à Rouen la queue entre les jambes. « Vous savez ce qui me terrifie le plus ?» dit-elle en regardant son verre de thé au jasmin. « Ce n'est pas l'échec professionnel, c'est l'idée que les gens disparaissent. Que je me réveille un matin et que tout ce que j'ai construit se soit évaporé comme si ça n'avait jamais existé. » Maxime hocha lentement la tête. « Je pars peut-être 3 mois dans la Silicon Valley l'année prochaine, pour réfléchir à de nouveaux projets, rencontrer des investisseurs. » Ma vie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, cette vieille peur de l'abandon qui remontait comme une marée. Elle ne dit rien, mais il perçut le changement dans son regard. « Mais ce n'est qu'une possibilité, » ajouta-t-il. « Et si je pars, je ne disparais pas. Je ne suis pas votre mère qui vous a laissé attendre à cette remise de prix. Je ne suis pas ces gens qui vous ont fait croire que vous n'existiez pas. Comment pouvez-vous en être sûr ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne peux pas, » répondit-il avec la même honnêteté désarmante. « Mais je peux vous promettre d'essayer. Et si j'échoue, je peux vous promettre de ne pas vous mentir. » Ils quittèrent le restaurant sans s'embrasser, juste une accolade amicale sur le trottoir, avant de partir chacun de leur côté. Mais quelque chose avait changé entre eux. Une porte s'était entr'ouverte, laissant filtrer une lumière fragile et hésitante. En rentrant chez elle ce soir-là, Mavi se sentit à la fois légère et terrifiée. Pour la première fois depuis très longtemps, elle envisageait la possibilité de laisser quelqu'un s'approcher vraiment. 3 mois jour pour jour après l'anniversaire désastreux, Mavi retrouva sa mère et sa sœur dans un restaurant près de Bastille. Elle avait choisi l'endroit avec soin, un bistrot moderne et lumineux où elle se sentait en territoire connu, loin de Rouen et de tout ce que cette ville représentait. Elles avaient respecté le silence imposé, ce qui en soi constituait déjà une petite victoire, même si Mavi savait que c'était la peur qui les avait maintenues à distance, pas le respect. Durant ces 3 mois, Monique avait envoyé 2 emails, courts, prudents, testant les limites sans les franchir vraiment. Mavi les avait lus sans y répondre, maintenant le contrôle de la situation par son silence stratégique. Elles étaient déjà là quand elle arriva, assises côte à côte comme 2 accusés attendant leur sentence. Monique avait vieilli, semblait plus petite que dans son souvenir, les rides autour de ses yeux creusés par quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude.
Delphine portait un maquillage impeccable qui ne parvenait pas à masquer la tension dans ses mâchoires serrées. Mavi s'assit en face d'elle sans effusion, commanda un verre d'eau et attendit. Ce fut Monique qui parla la première, les mains jointes sur la table comme une pénitente. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois », commença-t-elle d'une voix qu'elle voulait douce mais qui sonnait faux. « J'étais une mère seule, dépassée, amère après le départ de ton père. Je ne savais pas comment gérer 2 filles si différentes. Je t'ai fait porter mes frustrations, c'était injuste. » Delphine enchaîna, moins convaincante, les yeux fuyants. « J'étais jeune, jalouse de ton intelligence. Maman te mettait la pression. Moi, je profitais d'être la préférée sans me poser de questions. J'aurais dû te défendre. » Mavi les laissa finir sans les interrompre, observant ce numéro répété qu'elles avaient manifestement préparé ensemble. Quand le silence retomba, elle posa calmement sa serviette sur ses genoux et les regarda l'une après l'autre. « Vous regrettez quoi exactement ?» demanda-t-elle d'une voix neutre. « De m'avoir humiliée ? Ou d'avoir découvert que je n'avais pas besoin de vous pour réussir ?» Le silence qui suivit fut glacial. Monique ouvrit la bouche, la referma. Delphine tritura sa serviette nerveusement. « Maman !» continua Mavi sans élever la voix mais sans détourner le regard non plus. « Tu n'étais pas juste dépassée. Tu m'as dit à 16 ans que je finirais seule parce que j'étais trop compliquée. Tu as ri quand j'ai gagné le concours d'architecture au lycée. Tu as dit que c'était pour les gosses de riches qui se prenaient pour quelqu'un. Tu n'es même pas venue à la remise de prix. » Monique essaya de l'interrompre. « J'avais... » Delphine avait un anniversaire chez une copine, termina Mavi. « Je sais. Et toi, Delphine, tu n'étais pas juste jeune. Tu as 26 ans maintenant. Tu es adulte depuis des années. Tu as posté sur les réseaux sociaux 3 jours après la fête que tu avais toujours su que j'irais loin. Mensonge éhonté. » Delphine tenta la carte de la victimisation, les larmes montant aux yeux. « J'ai souffert aussi. Maman me mettait une pression énorme pour réussir mes études, être parfaite, représenter la famille correctement. » Mavi la regarda longuement, et quelque chose passa dans son regard, une reconnaissance fugace. Oui, Delphine avait souffert aussi, différemment, utilisée comme trophée, exhibée, objectifiée. Mais ce n'était pas comparable. L'une avait eu faim émotionnellement, l'autre avait été gavée d'une affection toxique. Les deux faisaient mal, mais pas de la même manière. « Tu as souffert d'être la favorite ?» dit-elle simplement, sans cruauté mais sans pitié non plus. Le silence retomba, lourd, irrespirable. « Voici ce que je propose, » reprit Mavi après avoir bu une gorgée d'eau. « Je ne vais pas couper définitivement les ponts, mais il y a des règles. Contact minimal, uniquement par mail, sauf urgence vitale réelle. Pas de débarquement surprise, jamais. Pas de demande d'argent, pas de drame public. Pas de post sur les réseaux sociaux me mentionnant. Si vous violez une seule fois ces limites, c'est terminé, sans retour possible. » Monique acquiesça rapidement, presque avec soulagement, les mains tremblantes. Delphine serra les dents, mais finit par hocher la tête elle aussi. Elles avaient trop peur de perdre complètement l'accès pour négocier. « Je ne cherche ni revanche ni relation fusionnelle », conclut Mavi en se levant. « Juste la paix. » Elle paya sa part, laissa un pourboire généreux, et sortit du restaurant sans se retourner. Dehors, l'air de Paris lui parut plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Elle avait fermé une porte sans la claquer. Et cette nuance faisait toute la différence. 6 mois plus tard, l'ancienne imprimerie de Montreuil vibrait de vie et de lumière. L'inauguration avait attiré des journalistes spécialisés, des professionnels de l'architecture, des créateurs locaux, tous venus découvrir cette transformation qui faisait déjà parler d'elle dans le milieu. Les verrières restaurées laissaient entrer une lumière dorée de fin d'après-midi qui se reflétait sur les anciennes machines d'imprimerie conservées comme des sculptures. Le café-librairie bourdonnait de conversations animées, la galerie exposait les œuvres d'artistes émergents et l'espace de coworking à l'étage offrait une vue magnifique sur les toits de Paris. Mavi se tenait légèrement en retrait, vêtue d'une robe simple mais élégante, observant les gens circuler dans cet espace qu'elle avait rêvé, dessiné, construit. Inès était venue, radieuse de fierté. Madame Chen, la galeriste qui lui avait donné sa première chance, s'était déplacée spécialement. Quelques clients fidèles échangeaient avec elle, admirant son travail. Maxime monta sur une petite estrade improvisée
et demanda l'attention de l'assemblée. Je veux saluer le talent visionnaire de l'architecte qui a su comprendre l'âme de ce lieu et le transformer sans le trahir, dit-il simplement, son regard trouvant celui de Mavie dans la foule. Monsieur Laurier a créé ici non pas un projet, mais un lieu vivant. Il lui tendit la main pour qu'elle le rejoigne. Mavie hésita une seconde, puis monta à ses côtés. Pour la première fois publiquement, elle allait révéler son identité complète. « Je m'appelle Mavie Laurier », dit-elle d'une voix claire qui porta dans tout l'espace. « J'ai utilisé mes initiales pendant des années parce que dans ce métier, être une jeune femme sans diplôme d'une grande école, c'est être invisible. Aujourd'hui, je choisis de me montrer. » Les applaudissements furent sincères, chaleureux. Au fond de la salle, discrètes, presque invisibles, se tenaient Monique et Delphine. Elles avaient demandé par mail, poliment, si elles pouvaient en venir. Mavie avait accepté. Elles ne s'approchèrent pas, ne cherchèrent pas à attirer l'attention. À la fin, alors que la foule commençait à se disperser, Monique s'avança timidement. « C'est magnifique, » dit-elle simplement, les yeux brillants. « Tu es magnifique. » Mavie hocha la tête. « Merci. » Pas d'embrassade, pas de larmes de réconciliation. Juste cette reconnaissance minimale, cette trêve fragile et distante. Delphine resta en retrait, n'osant même pas s'approcher. Mavie croisa son regard une seconde. Il eut quelque chose qui ressemblait à du regret. Elle hocha imperceptiblement la tête. Ce n'était pas du pardon, juste une forme d'acceptation silencieuse que les choses étaient à ce qu'elles étaient. Madame Bertrand était également venue, amenée par Monique dans une tentative maladroite de rapprochement. Elle s'approcha avec un sourire mielleux, lui tendit sa carte de visite. « Ma fille rénove un appartement à Neuilly. Elle a besoin d'une architecte talentueuse. » Mavie regarda la carte, puis Madame Bertrand, cette femme qui lui avait prédit un avenir à la rue. Elle sourit poliment. « Je suis complète jusqu'en 2027. Bonne soirée, Madame Bertrand. » Elle s'éloigna, laissant la voisine médusée avec sa carte à la main. Plus tard, quand l'espace se vida enfin, Maxime et Mavie se retrouvèrent seuls au milieu de cette imprimerie transformée. Depuis la fin du projet, 2 mois plus tôt, ils se voyaient régulièrement, construisant quelque chose de lent, d'honnête, sans précipitation. Il n'était pas parti en Silicon Valley. Il avait choisi de rester. Il lui tendit une petite boîte. Elle l'ouvrit et découvrit une clé. Un atelier de 40 mètres carrés dans le 10e arrondissement, expliqua-t-il. Pas pour que tu déménages. Juste pour que tu aies un espace entièrement à toi pour créer, sans contrainte de clients. Un laboratoire. Mavie sentit ses yeux picoter. C'est énorme. C'est un investissement dans une artiste que je respecte, dit-il doucement. Et accessoirement, dans quelqu'un que j'aime. Elle sourit. Accessoirement? Ils s'embrassèrent simplement, sans dramaturgie, 2 personnes qui se choisissaient lucidement. Seule dans l'espace vide après son départ, Mavie sortit de son sac ce vieux carnet qu'elle avait gardé de Rouen, celui avec ses dessins d'adolescente. Elle regarda la maison de ses rêves dessinée à 15 ans, puis leva les yeux vers ce qu'elle avait créé autour d'elle. Ce n'était pas la même maison. C'était mieux. C'était réel. Elle pensa à cette fille de 18 ans qui était partie de Rouen avec 200 € et un sac à dos. Elle lui murmura mentalement, les larmes coulant librement sur ses joues. On a réussi. Pas malgré eux, pas grâce à eux. Juste nous. Elle ferma le carnet, éteignit les lumières une à une, et sortit dans la nuit parisienne. Demain commencerait un nouveau projet. Demain était à elle.